contre la République. Oh, c'était inévitable. Ils étaient déjà à l'étranger en train de s'entraîner. Ils avaient passé des accords avec Mussolini et avec Hitler. Tout le monde le savait et tout le monde s'y préparait. Les partis comme le gouvernement. Mais il y avait des ministres qui dormaient pendant que les autres partaient à l'attaque. Le gouvernement central de Casares Quiroga niait l'éventualité d'un putsch. Et ce qui a été fatal, il a donné l'ordre à tous les gouverneurs de ne pas armer le peuple. Il avait plus peur de la révolution que des militaires. Il ne faut pas oublier que début juillet, Companys dit au chef de l'ordre public qu'il désarme la CNT, les anarchistes. À Barcelone, les militants et d'autres personnes de gauche ont été de garde toute la nuit pendant 4 jours. À la veille de la Révolution, je m'étais évidemment endormi sur le toit. Ils sont venus et ils m'ont dit « Maintenant, c'est l'instant de vérité. Celui que ça n'intéresse pas, qu'il rentre chez lui. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir du vilain. » Nous étions sur la place de la Generalidad. C'était bourré d'hommes qui réclamaient des armes. Et Companys est sorti et nous a dit d'attendre. Juillet 1936, les ouvriers de Barcelone alertent la population avant le coup d'État militaire. Lorsque les sirènes ont sonné, la foule est venue de Horta. Je ne sais combien de milliers de personnes sont descendues par l'avenue Santa Eulalia jusqu'à la caserne des San Andrés. Diaz Sandino a tiré, il a lancé quelques bombes. Les portes se sont ouvertes et cette foule s'est élancée pour prendre les armes. Il commençait à faire jour. Nous sommes descendus et en arrivant sur la route de Sants, on a vu une voiture avec l'insigne CNT Faille et on l'a arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Et il répond, c'est place de Catalogne. À la hauteur des arènes, une compagnie arrivait par derrière, les fusils en position de tir et les officiers pistolets à la main. Alors on est sorti de tous les coins de rue pour leur tirer dessus. Et on a un peu semé le désordre dans leurs troupes. J'ai vécu ça avec une sensation d'inconscience. Voir ce peuple armé, ces voitures qui klaxonnaient CNT Faille, les voitures avec les drapeaux au vent, voir tout ce mouvement avec cette générosité de lutte. C'est une chose qui m'a beaucoup frappée. Voir les soldats, les gardes d'assaut de notre côté. On nous reproche de nous être emparés de 40 000 fusils, de je ne sais combien de canons, de chevaux, parce que nous étions là. Mais il n'y avait pas que nous. Il y a même des photos de gardes d'assaut abrités derrière un cheval. Ils venaient avec nous, ils n'allaient pas avec leur unité. Enfin, il y avait tellement de gens. On va croire que je mens. Tant il y en avait qui sortaient des maisons, par milliers, par milliers. Alors ils ont eu peur. Les militaires ont eu peur et ils se sont rendus. Enfin, malgré le gouvernement, malgré tout, le peuple de Barcelone, mené par la CNT, a battu l'armée. Barcelone a fait changer les choses. Et Barcelone a poussé Madrid à prendre la caserne de la Montaña. Ce fut une manifestation publique de tout le peuple de Madrid qui tentait de s'opposer à ce qui allait lui tomber dessus. L'Espagne est coupée en deux.
Ce sont les débuts de la guerre civile, d'une lutte de classe qui durera 3 ans. Les insurgés assassinent au fur et à mesure de leur avance les sympathisants et les militants républicains ou de gauche. Dans l'Espagne loyale à la République, les représailles ne se font pas attendre pour tous ceux qui sont soupçonnés d'appuyer l'insurrection. Des tireurs étaient embusqués dans les clochers des églises, des couvents. Les militaires s'étaient mêlés au clergé et se sont mis à tirer, non pas contre leurs adversaires armés de fusils, mais sur les gens qui étaient dans la rue. Alors est venue la riposte des gens qui ont brûlé les endroits d'où on avait tiré sur eux. Dans ce conflit, nous avons perdu beaucoup d'hommes, des personnalités de valeur. Lors de l'assaut d'Atarazanas, Francisco Ascaso est mort en allant se mettre à l'abri d'un tireur à une fenêtre. Ça arrivait très souvent, notamment parce que ces hommes, qui étaient des intellectuels comme mon père, étaient les premiers sur les barricades. L'incapacité totale de réaction du gouvernement de la République face au coup d'État militaire et à l'effondrement des structures de l'État fait qu'en de nombreux endroits, ce sont les citoyens eux-mêmes qui organisent la nouvelle société. À la prison de Modelo à Barcelone, tout le monde est sorti d'un seul coup. C'était la première heure de gloire de la Révolution. Libérer tous les prisonniers, et les prisonnières bien sûr. On a rompu avec tout ce qui concernait l'État. Nous n'avions plus besoin du gouvernement, il ne servait à rien. Ça ne regardait plus que le syndicat. Nous n'acceptions plus d'ordre, ni de commentaires, ni de conseils de personne, si ce n'est du syndicat. On a aussitôt créé un comité pour recruter d'abord des gens pour partir en Aragon et ailleurs, et ensuite pour éviter qu'il y ait des vengeances personnelles. Le 19 juillet, un changement de société s'est opéré automatiquement. La plus grande partie des capitalistes étaient partis. Les autres ont abandonné, ils ont fui et les ouvriers ont dû prendre en charge l'organisation du travail. Alors la CNT-UGT s'est réunie pendant la nuit. Il y a eu une assemblée à la Maison du Peuple, un cercle de riches. Et comme ils avaient disparu, on a fait la réunion là. On a nommé des comités d'usine, des conseils d'entreprise, pour chaque catégorie de travail, pour qu'ils continuent. On a décidé d'employer tous les chômeurs qu'il y avait, quelques-uns dans chaque usine. C'est ce que nous avons fait et il n'y a plus eu de chômeurs. Les riches disaient qu'ils avaient 500 ouvriers de trop, et les ouvriers disaient qu'il y en avait 5. Et quand ces 5 ont disparu, il y a eu du travail pour tout le monde. La récolte n'était pas encore faite, et il était urgent de la faire, de moissonner et tout, et que ça se mette à fonctionner. Un jour, le peuple de Membria s'est couché pauvre et s'est réveillé riche. Il s'est réveillé riche parce qu'il a mangé tout le pain qu'il voulait, alors qu'avant, il ne pouvait que supporter sa faim. Spontanément, le peuple met en pratique les idées libertaires caressées au cours d'un siècle et surpasse les attentes de ses propres organisations. Barcelone devient l'avant-garde de la Révolution. Dans les jours qui ont suivi, nous sommes entrés en contact avec le syndicat des transports et ils ont commencé à apprendre aux femmes à conduire les tramways. Et tu voyais des femmes conduire les tramways. Des camarades voulaient partir au front. Moi, je me suis employé à trouver des livres et un camion, parce qu'on avait une envie folle de créer une bibliothèque populaire dans le quartier. À l'entrée, on voulait mettre des affiches qui disaient « Bibliothèque populaire, peuple, étudie et surpasse-toi, entrée libre ». En Catalogne, les anarchistes sont alors la force majoritaire et le pouvoir détenu par la Généralité passe aux mains du comité des milices antifascistes, une nouvelle organisation née de la Révolution. Les membres de la Généralité ont abandonné leur bureau.
La généralité n'est plus restée qu'avec un seul homme de Companys à la direction de la police. Et la rue était à nous. Companys a demandé à la CNT de lui envoyer une commission pour avoir un entretien. Il leur a dit, nous vous devons tout. Vous avez maté ce soulèvement. Nous vous avions mal jugé. À partir d'aujourd'hui, je ne sers plus à rien. Je ne suis plus président. Si je peux vous être utile, je serai à votre service. Parole de Companys. Garcia Oliver a proposé de jouer le tout pour le tout. Mais il n'y a eu que lui et Xena, ceux de l'Hospitalet, à voter. Santillán et Federica Montseny s'y sont opposés. Federica Montseny a dit « Jouer le tout pour le tout signifie établir notre dictature et c'est la négation même de l'anarchie ». Santillán a ajouté que si nous jouions le tout pour le tout et instaurions l'anarchisme, nous nous isolerions en Espagne et dans le monde. Ça n'apporterait à personne ni aide, ni armes, ni rien. C'est pourquoi la CNT n'a pas joué le tout pour le tout et n'a pas voulu du pouvoir que lui offrait Companys. D'ailleurs, il ne le lui offrait pas puisqu'elle l'avait déjà. Nous avons collaboré avec les autres forces par l'intermédiaire d'un organisme, le comité des milices antifascistes. Alors la généralité a cessé de fonctionner en tant que telle et tout le pouvoir est allé à ce comité. On a commencé à organiser les colonnes. Par la sortie qui est sur cette photo, on arrive à la gare de France. Et ils partaient droit au front, à l'endroit qu'ils demandaient. Et la plupart réclamaient « avec Durruti, avec Durruti, avec Durruti ». Face à la dangereuse avancée des putschistes et au démantèlement de l'armée, les partis et les syndicats organisent des milices d'ouvriers et de paysans volontaires pour défendre le pays. La colonne des Aiglons s'est créée pour que tous les participants soient du mouvement libertaire. La colonne de fer était organisée par groupes. Des groupes de 10 et 10 groupes formaient une centurie. Le chef de groupe était désigné. Et parmi les 10 groupes qui formaient la centurie, on désignait un délégué de centurie. L'amitié, la confiance ou la personnalité d'un camarade faisait qu'on lui donnait le commandement. Il y a toujours eu un commandement, mais un commandement sous condition. Il ordonnait et il obéissait. Je suis partie d'Alcolea et on est allé en marchant jusqu'à Madrid. Là, on nous a emmenés dans une caserne, les hommes et les femmes, et on a monté le bataillon Ascaso et je l'ai rejoint. Au fur et à mesure que nous avancions avec la colonne d'Urruti, nous tendions la main aux paysans et à tous ces gens en transformant la société en autogestion, en une série d'activités, de collectivités. Et c'était ce à quoi nous avions prétendu toute notre vie. Nous ne faisions pas que nous battre. Au fur et à mesure que nous avancions, ils avaient le champ libre pour pouvoir former, donner forme et éthique à ce qui devrait être notre société, notre future société. Les changements se succèdent à une allure vertigineuse dans les régions de Castille, Estrémadure, Andalousie, Asturie et surtout au Levant, en Catalogne et en Aragon.
J'étais très curieux, et dès que je voyais du remue-ménage quelque part, j'y allais. Et j'ai été place de la Constitution, c'était plein de monde. Tout Calanda était là. Du balcon, le comité révolutionnaire a déclaré « Dorénavant, nous proclamons le communisme libertaire ». Et la foule entière a applaudi à cette phrase. Et de quoi est fait le communisme libertaire? L'argent est aboli. Tout propriétaire, qu'il soit de gauche ou de droite, sera exproprié. Toutes les machines sont à la disposition du peuple, ainsi que tous les immeubles, pour que les habitants soient logés, peu importe le propriétaire. Le travail est collectivisé. Les travailleurs seront répartis par groupe. Nous n'avons pas eu besoin de Sénèque pour organiser ça. Les travailleurs l'ont fait. Un comité de syndicats s'est constitué. Le plus important, sans aucun doute, est un comité de défense, un comité d'agriculture, un comité d'alimentation, un comité de coiffeurs. Les travailleurs désignaient les délégués qu'ils jugeaient les plus aptes à mettre en train la distribution du travail. La distribution de tout. Le mépris traditionnel des anarchistes pour l'argent provoque un changement radical dans les relations économiques. On crée des monnaies locales, des bons, et dans nombre d'endroits, on en vient à une abolition totale de l'argent. Ici, l'argent a disparu. On a fait ce qu'on a appelé le tas de Kropotkin. On achetait les aliments avec des bons et des cartes de rationnement qu'on avait fait. Là, lorsqu'il s'agit de prendre dans le tas, il faut naturellement avoir cette capacité et cette manière de réfléchir. Pour quelle raison est-ce que tu vas prendre 2 kilos de viande si tu en as assez avec un, et que demain tu pourras venir en chercher un frais, ou un costume, ou une paire de chaussures? On ne payait ni la lumière, ni l'eau, ni l'école, ni rien. Tout était gratuit.